precision, dedicate for your men around the world. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs de Tête à Tête. Merci de nous retrouver ce soir avec un invité. Il s'appelle Simon. C'est un activiste, c'est un producteur. Il est également artiste, entrepreneur culturel. Mais bien entendu, je vais lui laisser soin de se présenter à vous. Bonsoir Simon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Je salue tous vos téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et c'est un plaisir d'être ici. Merci. Qui est Simon, sans plus tarder? Simon, alors Simon, c'est un Sénégalais qui est né ici à Dakar, qui a grandi ici, qui a eu son bac, après qui a eu à voyager en Europe, plus particulièrement en France, à Bordeaux. Qui a fait une dizaine d'années là-bas, qui est revenu ouvrir sa boîte. Je crois que c'est un peu ça qui intéresse nos téléspectateurs, qui a ouvert une boîte, un label 99 en partenariat avec des amis d'enfance et des amis à moi qui sont à Bordeaux et mon cousin aussi qui m'a beaucoup soutenu. Et cette boîte, c'est 99 Records qui a été créée en 2007, qui a eu à produire pas mal d'artistes, Sen Kumpe, 5e Underground, Zahir Arbatin, Tigrimbi, Seven Shot, Djikharande, et mes albums pour ne citer que. On a travaillé avec des artistes comme Big Fa qui actuellement sont en Allemagne. On a beaucoup collaboré avec Kurgi de Kaolack, Gaston, Bidéo Boubès, les ténors Daradji, Positive Black Soul. Voilà, Dabrens, toute la crème du mouvement hip-hop et même la nouvelle génération. On a beaucoup travaillé avec Ngaka Blindé, Deep Dundugi, Somzo Dale, récemment avec Samba Peuzzi. Donc voilà, entrepreneur culturel, artiste rappeur. Je prépare un album qui va sortir d'ici peu. Il y a un single qui est prêt. Et voilà, on se bat aussi, on nous taxe d'activistes, mais je préfère me définir comme un militant, parce qu'aujourd'hui l'activisme c'est galvaudé. N'importe qui a un téléphone et qui se met à râler, voilà, croit qu'il fait de l'activisme, alors que je crois que ça doit se passer sur le terrain du militantisme. Et on est dessus depuis 2011 avec le mouvement Y'en a marre, bien avant d'ailleurs, parce que mon premier morceau engagé, je l'ai fait en 98, qui m'a valu des courses-poursuites avec la DIC à l'époque de Abdou Diouf. On nous a bien chicoté aussi lors d'un concert, après avoir chanté le fameux titre Béal, Béal. On avait rendu hommage à l'étudiant Balaguer qui avait été tué en 2001, ce qui nous a valu pas mal de problèmes avec le gouvernement Abdoulaye Wade. Après ça, en 2011, voilà, des prisons, bastonnades, l'eau chaude et tout. Avant de revenir un peu sur tout ça, continue avec le président Macky. D'entre nous finissent comme ça. Justice for Balle. Alors, du rap de Bisbee Clan, c'était le groupe, en passant par la marque Jollof for Life 99, comme vous avez dit. À la politique aujourd'hui, diriez-vous qu'il n'y a qu'un pas pour passer à toutes ces étapes ou comment ça s'est fait? Oui, c'est une continuité. On a commencé timidement à imiter. Moi, j'ai commencé le rap avec les grands frères Positive Black Soul, Daradji, Rapadio, BMG. J'ai pas découvert le rap avec les Américains ni les Français, mais c'est avec les grands frères d'ici. Et voilà, on commençait timidement jusqu'au jour où... C'est quelque chose qui vous passionnait dès Oui, on voulait, tu sais, à l'époque, tu rappais dans la cour de l'école. Moi, je me rappelle, je reprenais des textes de Awadi ou de Nango Daradji dans la cour et tu étais la star de l'école, tu vois. Tu étais là, les gens te disaient rapper, rapper, tu rappais, jusqu'au jour où tu commences à écrire toi-même tes propres textes. Et c'était ça, c'était le fun, voilà, t'avais les... voilà, tu attirais les filles par-ci, tu faisais le beau dans la cour de l'école, c'était un peu ça. Jusqu'au jour où on rencontre un grand frère à nous qui s'appelle Paco Jollof, qui nous dit « Est-ce que vous savez ce que vous faites? Ça vient d'où? Et c'est quoi exactement le hip-hop ?» Et qui a commencé à nous sortir des livres en nous disant « Le rap est né aux États-Unis. Voilà, ça a été créé comme si, ça combattait un peu les guerres de gangs dans les ghettos. La philosophie, c'est peace, love and having fun. Commencer rap veut dire rhythm and poetry. Certains disent revolution, act population. Mais donc, je me dis, waouh. Et là, je me mets à lire et c'est là que la passion commence à prendre. Et je fréquentais Koloban chez un grand qui s'appelle Biba Arif, où tout le monde était chez lui, tous les grands artistes à l'époque. Voilà.
fréquentait sa maison. On pouvait voir les Nongo Daraji, les Daddy Bibson de Rapadio, Iba, il y avait Sen Kumpe, bien sûr, avec les garçons, il y avait Omzo Lyrical Mujahideen, Noni Non, les Lai, Taf Taf Noni Non, énormément d'artistes, et ça discutait beaucoup de rap et de signification de certains termes. Beaucoup de gens avaient des magazines à l'époque, Radical, Groove, et on échangeait. Et c'est comme ça que la passion est née. Et c'est là que je me suis dit, ce qu'on fait là, c'est une arme. Ce n'est plus... voilà. Et c'est cette époque, en 97, que j'ai fait mon premier titre engagé, qui s'appelait Politicien. Politicien. Au secours, Satché, Ouare, au mignon, Ede, au secours, Satché, politicien, Yang Nurei. Donc là-bas, on était jeunes, on était petits, mais voilà. On essayait de dénoncer à notre manière. Et c'est comme ça qu'est né cet engagement vers le hip-hop, qui m'a aujourd'hui fait faire quand même quasiment le tour du monde. Ça continue à vous driver, en fait. On l'a vu, malgré tout vécu, tous ces rebondissements, vous... Oui, on essaie. encore là, debout à... Parce que le hip-hop, c'est ce qui ça nous enseigne la débrouille urbaine. D'accord. Tu sais, le corona a fait énormément de mal actuellement. Tout à fait. Mais beaucoup de gens s'apitoient sur leur sort. Ouais, rien ne marche, on n'a pas d'aide, etc. Le hip-hop nous enseigne même s'il n'y a rien, il faut mettre quelque chose sur la table. C'est comme ça qu'on a créé le label, parce qu'à l'époque, on était là entre nous. Moi, je fréquentais Sen Kumpe, j'habitais même chez Bourba Djolof, que la terre lui soit légère, qui est devenu un ami, plus qu'un frère même. Voilà, on a partagé énormément de choses. Et là-bas, on se disait, beaucoup de gens se rencontraient aussi, se retrouvaient là-bas, à Gobleu à l'époque, Tigirimbi, énormément de gens. Et on disait toujours le même discours, il n'y a pas de studio, il n'y a pas d'industrie. Et c'est le même discours aujourd'hui, 20 ans, 15 ans après. Il n'y a pas de studio, il n'y a pas d'industrie, etc., etc. Mais ce que le hip-hop nous apprend, il n'y a pas de studio, fais tout pour mettre ton studio. Et c'est comme ça qu'on a fait avec l'aide de mon cousin Daniel, que je n'arrêterai jamais de remercier, qui nous a permis aujourd'hui de mettre la structure 99 Records, qui a produit presque 17 albums au Sénégal. Et je crois qu'on fait partie. Vous avez vendu à l'international aussi, ou bien? On a un peu vendu à l'international, mais comme là-bas, c'est un autre système, c'est plus auprès de la communauté sénégalaise, voilà, que tu peux vendre tes CD. Et depuis lors, on n'arrête pas, il n'y a pas de concert, on se bat pour créer les conditions de mettre sur pied un concert. Il n'y a pas de marque de vêtements, on s'est battu pour mettre la marque 99. Il n'y a pas, à chaque fois qu'il n'y a pas, on essaie de mettre quelque chose. Donc aujourd'hui, ça a permis à certains jeunes aujourd'hui de se dire je vais créer aussi mon label. Ça a permis énormément de choses. Aujourd'hui, on en est au Fonds de développement des cultures urbaines. On a longtemps plaidé pour qu'il y ait un fonds pour les hip-hopers. Aujourd'hui, Dieu merci, le président a mis un fonds sur la table pour les cultures urbaines, parce qu'on fait énormément pour ce pays, que ça, au-delà de l'engagement, la conscientisation des masses, le développement personnel, le hip-hop nous a... Moi, si ce n'était pas le hip-hop, peut-être aujourd'hui je serais délinquant ou voilà, un autre Pablo Escobar ou un je ne sais quoi. Parce que j'étais très turbulent. Mais grâce au hip-hop, aujourd'hui, ça m'a fait on va dire un chef d'entreprise, un leader voilà, à qui la jeunesse se retrouve, et on se bat, on continue à se battre. Du coup, quel est votre idéal politique et quel est votre combat? L'idéal politique, waouh. L'idéal politique. Je crois que c'est... S'active sur le terrain, on dénonce, on dit non, mais... C'est l'Union africaine, c'est avoir des politiciens dignes de confiance, c'est avoir des politiciens justes, qui allient l'acte à la parole. Avoir des politiciens qui nous parlent de programme et qui suivent ce programme, mais qui ne nous disent pas ouais, je ne vais jamais élire mon petit frère à un poste de responsabilité et que dès que tu deviens président, tu signes un décret pour élire ton frère. Ouais, je ne vais pas faire 7 ans, je vais le réduire à 5 ans, mais dès que tu es élu, tu dis ouais, je l'avais dit, mais bon, c'est au Conseil constitutionnel de... Donc, qu'on évite ce genre de politique-là qui sont là depuis Senghor. Il est temps que le Sénégal vive une nouvelle ère politique et que la jeunesse aussi, parce qu'avant, on a tout fait pour écarter la jeunesse de la chose politique, mais aujourd'hui, ils sont engagés. Possible, ouais. Et c'est un plaisir de voir qu'il y a des jeunes comme Willy Ndao qui sont issus du hip-hop, de Alamine, issus du hip-hop, et qui aujourd'hui veulent être maires dans leur localité. Peut-être c'est un peu ça notre idéal, qu'il y ait vraiment des politiciens justes, droits, et qui aient de la reconnaissance auprès du peuple. Le mouvement Y en a marre, c'est quoi, c'est qui? Le mouvement Y en a marre a été créé par des journalistes et des rappeurs, des étudiants, un petit-fils de marabout,
Il y avait aussi des marchands ambulants. Donc c'est eux qui se sont dit, il faut qu'on crée quelque chose. Moi, j'ai été appelé le soir même par Kilife qui m'a dit, il y a quelque chose qui se prépare, on est en réunion, est-ce que tu peux venir? Et c'est comme ça que je fais partie de cette magnifique aventure, même si ça nous a valu pas mal de bastonnades. Ça existe depuis quand? Ça existe depuis 2011. Depuis 2011, aujourd'hui, on a plus de 10 ans d'existence. Oui. Et l'idéal, c'était que les jeunes s'inscrivent sur les listes électorales, que les jeunes participent à la chose démocratique, que les jeunes participent au vote, prennent leur place. Avant, c'était une chose de partis politiques, de partisans. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du mouvement Y'en a marre, on voit beaucoup d'autres mouvements naître. On voit beaucoup de jeunes s'intéresser à la politique, beaucoup de jeunes parler de politique, s'engager politiquement. Et c'est le combat qu'on a toujours mené et qu'on continue à mener actuellement. Qu'est-ce que vous avez réalisé concrètement avec le mouvement dont vous êtes vraiment fier, en dehors de l'engagement politique de tous ces jeunes? Est-ce que vous avez aussi le sentiment que les choses vraiment bougent, changent? En 2011, il y a eu un rush de, je crois, 450 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales. Et avant ça, on avait fait un sondage où on voyait que les jeunes n'étaient pas inscrits sur les listes. Donc on a fait une campagne qui s'appelle Das Fananal, ma carte, mon arme, qui a contribué, parce qu'on n'est pas les seuls, qui a contribué à cette inscription massive de 450 000 jeunes sur les listes. Mais moi, personnellement, la chose dont je suis le plus fier, j'ai un jeune, à peine 5-6 ans, qui, dès qu'il voit quelqu'un jeter, je ne sais pas, un sachet ou une peau de banane, il court et dit « ça, c'est pas NTS, Y'en a marre, interdit ça, NTS » et qui va le mettre à la poubelle. Wow. Pour moi, ça, il n'y a pas de prix. Fort, ouais, voilà, ouais. C'est super fort. Et quand on me parle de ce jeune-là, il y en a plein qui nous invitent, qui prennent des bouteilles, qui les découpent et qui les clouent sur un arbre ou sur un poteau pour dire jetez ici vos ordures, et qui écrivent comment ça s'appelle, sur le gobelet NTS. Ça fait énormément voilà. Et tous ces jeunes aussi qu'on a réussi à inscrire dans des universités. Et c'est l'occasion de remercier des gens comme M. Girassi de l'IAM qui nous a beaucoup soutenus. Joe ISM aussi, donc, qui a pris pas mal d'étudiants qui n'avaient plus les moyens de poursuivre leurs études. Et grâce au mouvement Y'en a marre qui ont été inscrits et qu'aujourd'hui certains sont à la Sorbonne, d'autres sont en Russie, d'autres sont aux États-Unis qui poursuivent leurs études. Ça prouve qu'on fait des choses. Quand on a aussi planté plus de 1000 cocotiers sur le littoral de Guédiawaye avec les scouts de Guédiawaye, quand je passe et que je vois ces arbres, je dis voici quelque chose de concret. Bon, je peux continuer, la liste est longue, mais voilà, je ne citais que ça. Un mot sur les prochaines élections, d'abord locales, législatives, présidentielles. Comme j'ai dit, je vois beaucoup de jeunes s'engager. Il faut dire aux jeunes, allez-y, foncez, engagez-vous. Même si au premier coup, ça ne se passe pas, à la deuxième ou à la troisième élection, ça va passer. Il est temps que cette alternance générationnelle se passe. Et c'est aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Tout ce qu'on peut dire, c'est évitons au maximum la violence. Et quand on voit qu'aujourd'hui, dans le camp du parti au pouvoir, il y a beaucoup de nervis qui se réclament marron du feu, qui sont là avec leur kaki à suivre un peu les politiques un peu partout et à semer de la violence. J'ai envie de dire à notre président de la République directement, essayez d'éviter au maximum. Dites à vos hommes d'éviter ce genre de choses parce que le jour où il y aura un mort et que les jeunes décident de répliquer, ça sera la faute à vous, politiques. Donc évitez cette violence, évitez de vous... Et dire aussi à ces gens-là costauds qui se disent « ouais, parce qu'ils sont costauds, un petit peut te planter et tu perds la vie. » Juste parce que tu as voulu défendre un politicien qui en aura après rien à avoir. Excusez-moi du terme, rien à foutre de toi et tu seras enterré et ta famille va perdre. Donc, on leur dit de faire attention parce que ces images qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec ces nervis qui croient nous intimider, ils intimident personne. Ils intimident personne. Ils ont nos numéros de téléphone, ils savent où on habite. Donc, qu'ils évitent ça avant que le pire n'arrive. Vous avez parlé tout à l'heure de nombreuses arrestations, des gardes à vue. Comment vous les avez vécues, vous, comme vos compagnons rappeurs, Kilife, avant-hier, vous étiez... Et c'est pas bien même de dire ça, on commence à avoir l'habitude. Mais chez qui c'est le plus difficile, je crois que c'est nos parents, c'est les mamans, c'est nos femmes, c'est nos enfants.
Moi, ça m'a traumatisé quand on m'a raconté une fois une scène que ma fille était chez sa grand-mère et m'a vu passer menottes à la main, la police, et a commencé à crier Wow. « Papa, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi la police l'amène ?» Et ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a fait énormément mal. Et je crois que pour nos familles, c'est à Du eux coup, là, vous qu'on l'évitez vous l'évitez, On l'évite. suppose. Moi, on me le fait éviter au maximum. Ouais. Pour deux raisons. La première, elle n'est pas importante pour ceux qui nous regardent. Mais la deuxième, c'est surtout pour ces enfants qui commencent à grandir et qui ne comprennent pas. Qui prennent l'exemple sur vous. Voilà, qui ne comprennent pas souvent. Mais on essaie de l'éviter au maximum. Mais malheureusement, l'autre camp, il y a un recul démocratique énorme. Et ce recul démocratique, il faut le combattre. Voilà, peu importe les sacrifices, nous, on continuera de le combattre parce que le Sénégal ne mérite pas ça. D'honnêtes citoyens ont donné leur vie pour ce pays, pour que ce pays ait ses acquis démocratiques. Et ce n'est pas normal qu'une poignée de politiciens veuille venir et une poignée de préfets veuille venir nous confisquer ces acquis démocratiques et on ne se laissera pas faire. Ils n'ont qu'à nous mettre en prison, nous fusiller, faire ce qu'ils veulent. Mais le Vous combat avez qui continuera. derrière vous, derrière ce combat, en face? On a notre détermination, on a le peuple, les populations qui nous le montrent à chaque fois. Hier, j'étais dans une station-service pour prendre l'essence. Un jeune, oui, parce qu'il a mon âge, descend et me dit, et je veux payer, et le pompiste me dit, non, il y a quelqu'un qui a payé. Et il m'a juste fait comme ça et il est parti, quoi. J'ai même pas eu le temps de le remercier, donc j'en profite pour le remercier ici. Et c'est ce genre de choses. Je me rappelle une fois, je devais voyager aussi. Et il y a un Sénégalais qui est là, qui me dit non, tu ne dois pas voyager en économie. Et qui a pris, je crois, 300 € de plus qu'il a mis sur la table pour que je voyage en première classe. C'est la première fois que je voyageais en première classe. Et voilà, ce genre de choses-là, on ne peut pas l'oublier. Moi, tout à coup, je reçois un SMS et je vois un 10 000 francs. C'est rien du tout. Ouais, mais c'est symbolique. Et quand j'appelle derrière, voilà, soit tu ne joins pas la personne, mais tu sais que c'est un peu cette affection que les Sénégalais te montrent à leur manière, et on continuera de se battre parce qu'on n'a pas le choix. On l'a commencé, donc on va le continuer, on n'a pas le choix. Il faut juste que nos familles nous comprennent, ce qui est très difficile parce que personne ne comprend. Beaucoup de gens vont te dire « Ouais, Sénégal, Djarouko, ou le Sénégalais Djarouko ». Même beaucoup de Sénégalais Djarou, le Sénégal Djarnoko, et je crois que l'histoire retiendra. Du coup, là, les prochaines élections, qu'est-ce que vous voyez? Vous dites non à un troisième mandat? Mais on ne dit pas non à un troisième mandat. On dit non, 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 jusqu'à la fin de l'émission. Non, non, et tu vas le dire avec moi. Non, non, non. Je m'abstiens. Non, au-delà de dire non, même dire non, c'est pas correct. On dit niet. Non, Okay. non, c'est pas correct. Carrément. Ouais, on dit niet, quoi, avec la main, les pieds, avec les dents, avec, voilà, tout ce qu'il faut, quoi. Non, il n'en est pas question, ce recul démocratique. Le Sénégal ne va pas vivre ça. On n'est pas la Guinée, on n'est pas la Côte d'Ivoire. On ne vit, en tout cas... À propos de Côte d'Ivoire, l'actualité, le retour de Gbagbo. Gbagbo est de retour, c'est vraiment le visage de la résistance, même si c'est quelqu'un qui a été très, très, très incompris. Et on est heureux, en tant qu'Africains, parce que tout ce que cette personne a vécu, juste pour l'amour de son pays, et parce que voilà, il était contre les intérêts de certains Français, d'une élite française. C'est le visage de la résistance et ça prouve que tout est possible. Il faut se battre, no matter what, il faut se battre. Pour ce qui est du Gabon, avec la sortie... le Gabon, il faut que les Gabonais se battent eux-mêmes. Hein. C'est ça. Au fait, tu sais, chaque peuple doit se libérer. C'est pas aux autres de faire ton combat. Tant que les Gabonais ne sentiront pas l'obligation et se diront « Ouais, j'irai en prison, mais je me battrai. » Même si on me fout en prison, même si je reçois une balle. Parce qu'il commence à être la risée, vraiment, de ce continent. Désolé de le dire comme ça, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc, frères et sœurs, levez-vous, battez-vous pour arracher cette indépendance. Ce n'est pas normal que depuis presque, moi, depuis que je suis né, à certains moments, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. L'entrepreneuriat, qu'avez-vous à dire aux jeunes, aux jeunes entrepreneurs? Il faut aller chercher le feu sous l'eau. Il faut chercher le feu sous l'eau. Il faut mettre sa main dans du feu et sortir de la glace. Il faut se battre. Aujourd'hui, nos modèles scolaires font de telle sorte qu'on apprend les leçons par cœur, on vient résister, etc., etc. On ne nous enseigne pas dès le bas âge à entreprendre. Tout à fait. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui avec énormément de pages Facebook, avec beaucoup de leaders, beaucoup d'entrepreneurs qui font des vidéos, qui les diffusent un peu partout. Apprenez à prendre les devants, ne pas attendre. Apprenez à prendre les devants. Et si chacun
regarde autour de son environnement et se rendra compte qu'il y a quelque chose à faire, que personne n'a encore exploité dans cet environnement-là. Fais-le et bats-toi. Une petite anecdote, moi, depuis le Covid, il n'y avait plus de concerts, il n'y avait plus rien à faire. Je me suis... Vous faites partie de ceux qui ont fait des lives? Je me suis transformé... Voilà, peut-être il y en a qui faisaient des lives, je ne sais pas si ça leur apporte quelque chose d'ailleurs, les lives, mais bon, ça les regarde. Mais moi, je me suis dit, ok, je vais être réalisateur, je vais faire des courts-métrages qui vont sensibiliser les gens sur les gestes barrières. Et automatiquement, on a commencé à écrire des sketchs, à appeler certains musiciens pour qu'ils jouent. Certains sont venus jouer avec nous. Et boum, on a balancé et on a réussi à avoir des subventions. Et ça a été diffusé un peu partout, sur les réseaux sociaux, sur certaines chaînes de télé. Et grâce à ça, on nous a commandé un autre type de sketch, etc. Et ça m'a permis aujourd'hui de découvrir le monde du cinéma et d'être coopté aussi par M. Oumar Sall, que j'arrêterai jamais de remercier, qui actuellement fait un court-métrage qui nous enseigne un peu les b.a.-ba du cinéma, l'écriture de scénarios, etc., la réalisation, la production, et on apprend énormément. C'est vrai que je m'absente beaucoup, excusez-moi, parce que voilà, la promotion, tout ça, mais on apprend énormément avec des professeurs Mahet, avec M. Ba, M. Diop. Il y a pas mal de gens qui nous apprennent les b.a.-ba, et on redécouvre Ousmane Sembène, on redécouvre Djibril Diop Mambéty, tous ces grands réalisateurs qui ont marqué l'histoire du cinéma sénégalais. Et vraiment, j'arrêterai jamais de remercier Oumar Sall. Et ça, c'est grâce au fait que je me suis dit, OK, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de festival. Je vais faire quelque chose dans le cinéma et diffuser, vu qu'on ne peut pas se produire. Et au sortir de ça, voilà ce que ça me coûte. Là, j'ai un producteur. Je prépare mon album qui va sortir sous un format de série télé, où chaque morceau sera un épisode. Et c'est grâce au fait de ne pas croiser les bras et de se lever, de s'activer autour d'une chose qui a permis tout ça. Et encore une fois, merci au professeur Oumar Sall. Et c'est ce message que je lance à la jeunesse. N'attendez pas, n'attendez pas. Entendu. L'Afrique, le continent de demain, où tout est possible. Vous y croyez? Si nous le voulons, il ne suffit pas de le dire. Mais il tout le monde le dit, mais est-ce que l'Afrique... Il suffit de créer les conditions. Ouais. Il suffit de créer les conditions. Vous pensez qu'on y est ou pas encore ou... Il y a un nouvel état d'esprit qui est là. Il y a une nouvelle jeunesse vraiment qui prend conscience des enjeux. Et je crois que ça se fera. Et de toute façon, le futur, c'est ici. Tu sais, moi, même le Covid l'apprend. Oui. Aujourd'hui, l'Afrique était supposée être le continent le plus atteint par rapport au Covid, ce qui n'est pas le cas. Les dégâts que le Covid a fait, j'aime pas dire la Covid, donc je vais dire le Covid. Voilà. Je dis pareil. Donc les dégâts que le Covid a fait en Europe et aux États-Unis, on est la preuve. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je me dis, avec tout cet espace qu'on a en Afrique, là-bas, ils n'ont plus d'espace. Donc un beau jour, forcément, ça va imploser. Et quand ça va imploser, c'est ici qu'ils viendront. Donc il faut préparer ça. Il faut préparer ces conditions-là. Moi, je crois que Afrique is the future, c'est par rapport à ça. On a l'espace, on a un bon climat, on a une terre fertile. Ce que l'Europe, l'Amérique n'a plus, même l'Asie n'a plus. C'est pour ça qu'ils viennent acheter des hectares. Et malheureusement, nos dirigeants n'ont pas cette vision, leur donnent des terres. Eux, ils sont en train de préparer ça. Mais nous, on ne le prépare pas politiquement. Donc aux citoyens, au peuple de préparer cette invasion qui va venir parce qu'elle a commencé et de retour à l'agriculture, back to the roots, voilà, investissez dans l'agriculture, investissez dans les terres, ne laissez pas les Indiens, les Turcs, les Chinois, les Américains, les Français venir prendre tout, investissez s'il vous plaît. Le pétrole et le gaz. Pourvu que ça ne nous amène pas à la malédiction du Mali et de beaucoup de pays qui ont connu énormément de problèmes avec le djihadisme par là, etc. Et tout ça, on voit que c'est une main voilà, qui est cachée, tapie dans l'ombre, qui manipule tout ça. On espère vraiment que les Sénégalais n'auront plus de problèmes pour se soigner, que ce gaz nous apportera ça et que le pétrole. Et ça, encore une fois, il faut une volonté politique. Et je ne crois pas avec ceux qui sont là qu'on va atteindre ça. Donc il faut vraiment que la jeunesse, encore une fois, prenne cette responsabilité et décide d'aller diriger. Moi, à l'heure où je te parle, j'hésite à me présenter en tant que maire dans ma localité. J'hésite vraiment, je suis à deux doigts. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Je sais pas. Et c'est quelle localité déjà pour... C'est Fan. C'est Fan. Bon, déjà, quoi qu'on dise, il y a le maire qui fait un excellent boulot. Oui. Honnêtement, pas la Sambe, que je salue au passage. Mais
Il n'est pas jeune, monsieur le maire. Vous n'êtes pas jeune. Donc, il faut que nous Mais il y a des jeunes là. Il y a des jeunes qui arrivent. Il y a des jeunes qui arrivent. Il y a des jeunes qui arrivent. Mais j'hésite. Et je vais me décider d'ici ce week-end, Inch'Allah. Parce que j'ai 2-3 rencontres avec certains jeunes. Je vais me décider ce week-end. Il est temps, franchement, de prendre les devants. Parce qu'avec cette histoire de pétrole et de gaz, si on n'a pas les bonnes personnes qu'il faut à la place qu'il faut, on n'aura pas de bonnes écoles, des bons hôpitaux, voilà, un niveau de vie, voilà, le niveau de vie, il est trop cher. Les loyers sont chers, les denrées alimentaires sont chères. Je crois qu'on espère vraiment que ce pétrole et le gaz, avec de bons leaders, vont nous apporter ces solutions sur ces points bien précis. Simon, notre entretien arrive à sa fin. Je vais quand même vous laisser dire le mot de la fin. Déjà, merci pour cette invitation. Le niveau y est. Je vais terminer par dire que je suis sur un projet qui s'appelle Savoir-faire local, qui est 100% une campagne pour sensibiliser les Sénégalais à plus acheter chez nos artisans qu'à acheter des choses importées, made in China, Turkish ou... C'est ça, c'est pour dire aux Sénégalais, vous voulez aujourd'hui des costumes à l'occidental, chemise, cravate, costume, pantalon super 100, c'est possible ici. Vous voulez des chaussures italiennes, genre chaussures fermées qu'on appelle chaussures italiennes ici, côte-côte pour certains. Nos artisans le font. Vous voulez des choses urbaines, ils le font. On est champion en tout ce qui est traditionnel. Donc, achetons le plus souvent. Je ne dis pas encore, ne faites que ça, mais essayez le plus souvent d'être en tenue traditionnelle, de donner cet argent à nos artisans au lieu que de le donner à la Chine, à la Turquie ou à d'autres pays, que l'argent reste ici. Donc, je suis sur un projet qui s'appelle Solofi, qui sera exclusivement consacré à nos artisans qui font les marakis pour la Tabaski qui approche, à voir toutes les célébrités, les politiques, les sportifs, les lutteurs par-ci par-là, pour justement qu'ils lancent ce message de Solofi, Khalis Bidasfi, Kom Bidasfi, et que nos jeunes après ne vendent pas leurs machines pour prendre les pirogues et aller tenter l'aventure en Espagne ou autre. Donc c'est le prochain projet que je suis en train de lancer. Il y a une vidéo qui sort qui s'appelle Savoir-faire local, qui sort la semaine prochaine, et j'espère que les Sénégalais vont suivre. Consommons local. Merci Simon, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite avec un prochain invité. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur www.labeltelevision.com ainsi que sur toutes nos plateformes. À très vite.